Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du journal de la CAN. Nous sommes à la 4e journée de compétition. Aujourd'hui, c'était les poules D et E qui étaient en compétition. On a eu de très bons matchs, surtout un match très prolifique entre la Mauritanie et le Mali. Dur apprentissage pour les Morabitoun. On y reviendra tout à l'heure. L'affiche, le choc de la journée en début de soirée, en début de journée plutôt, c'était entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Victoire de l'Afrique du Sud. Et nous irons également au Caire pour voir comment est-ce que les Lions ont digéré la victoire d'hier face à la Tanzanie. Je suis avec Tala Fall. Tala, bonsoir. Bonsoir cher Tidjane, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Aujourd'hui donc, c'était la Côte d'Ivoire, une des équipes favorites de cette compétition qui entrait en lice et c'était face à l'Afrique du Sud, entre guillemets, qui fait partie des géants d'Afrique. Mais quand même, ce fut un match extrêmement dur pour les Ivoiriens, malgré une nette maîtrise. Mais quand même, ils ont eu des difficultés à prendre cette défense sud-africaine de revers. Mais finalement, quand même, sur une action de Gradel, les Ivoiriens ont pu décanter la situation. Mais disons que la Côte d'Ivoire a assuré son rang de favori sur ce match-là. C'était un match piège quand même quelque part. Parce que devant l'Afrique du Sud, tout le monde savait que bon, l'Afrique du Sud a du mal aujourd'hui à maintenir le cap depuis un certain nombre de CAN. Mais on attendait plus la Côte d'Ivoire avec ses vedettes, Pépé, Gradel, il y avait du beau monde dans cette équipe-là. Et je pense quand même que quelque part, ils ont joué le match qu'il fallait. Et justement, alors, on va voir le résumé de ce match entre la Côte d'Ivoire et l'équipe d'Afrique du Sud sous une canicule suffocante du Caire. Et c'est parti avec Cher Salih Boudiara. Les champions d'Afrique 2015 n'ont pas raté leur entrée en matière. Pour ce deuxième match de la poule D, la Côte d'Ivoire défiait les Bafana Bafana d'Afrique du Sud sous la chaleur étouffante du Caire, d'où le rythme au petit trot qui a caractérisé le premier quart d'heure. Légèrement dominateur face à une équipe sud-africaine très regroupée en défense, les éléphants commencent à appuyer sur l'accélérateur avec le très virevoltant Pépé. L'attaquant du LOSC trouve la barre sur un coup franc excentré. Une minute plus tard, c'est Kodja qui perd son face-à-face devant le gardien de but sud-africain. Les équipes vont aller au vestiaire sur ce score de 0 but partout. La deuxième mi-temps démarre sur les mêmes bases. Au moment où les Bafana Bafana commencent à sortir de leur base, Gradel pique en contre et sert parfaitement Kodja qui ouvre le score. L'ouverture du score, Jonathan Kodja, l'attaquant d'Aston Villa qui cette fois-ci a trouvé le bon geste. Les éléphants font le plus dur et maîtrisent la fin de match. Pépé encore sur coup franc manque d'alourdir le score. La Côte d'Ivoire, malgré une dernière frayeur, assure sa victoire et engage de la confiance avant le choc très attendu face au Maroc. Oh, ces coups francs de Pépé vont faire parler s'il continue à cadrer de cette façon. Mais justement, cette équipe de la Côte d'Ivoire quand même, qui regorge de talent, surtout devant, mais quand même qui a eu de sérieuses difficultés face à une équipe sud-africaine très bien en place. Quand même. Oui, c'est sûr que les équipes vont défendre. Donc devant une équipe de la Côte d'Ivoire, c'est sûr que l'Afrique du Sud ne va pas se jeter comme ça. Donc ils vont plutôt attendre les Ivoiriens donc, et essayer par la suite de contrer ce qu'ils ont à un moment donné essayé et qui n'a pas marché. Mais ce qui est sûr, c'est que l'attaque ivoirienne aujourd'hui nous réserve encore beaucoup de bonnes choses parce qu'on sait que l'équipe va monter en puissance et va chercher beaucoup plus à jouer. Et donc pour le premier match, je pense quand même qu'il fallait être prudent, au moins assurer les 3 points, ce qu'ils ont fort bien réussi. Et je pense quand même que sur le deuxième match, on verra, parce que ça va être un derby encore contre le Maroc. Et là, je pense que sur l'ensemble du match, on a vu une Côte d'Ivoire quand même assez disciplinée tactiquement, qui a cherché à jouer.
et qui a trouvé la faille au moins sur une action rapidement jouée. Parce que sur cette action-là... Cette équipe sud-africaine, disons-le, défendait très bien, mais à un moment donné, il y a eu cette brèche. Mais dès qu'elle a attaqué, et donc Gradel a très bien joué le coup, donc sur une action rapidement menée, et donc là, sur cette action-là, on voit l'intelligence et la maturité de Gradel. Il a juste fait une touche, ouais. Donc pour mettre au moins la défense en difficulté. Et c'est ce qui a valu au moins ce but-là. Je pense quand même que là, il y a l'intelligence, il y a l'expérience aussi de Gradel qui a parlé. Il aurait pu au moins garder le ballon, essayer de dribbler ou de passer dans l'axe, mais il a juste joué sur une touche. Et je pense que c'est ça qui a pris défaut la défense sud-africaine. En plus, cette équipe ivoirienne me rappelle un peu même cette équipe du Sénégal sur le côté offensif, parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu les entrées de Maxwell Cornet, de Zaha, des joueurs potentiellement titulaires dans n'importe quelle équipe quand même. Ben, c'est normal, hein. Il faut qu'il y ait aussi de la profondeur sur le banc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur, parce qu'il y a de la profondeur dans cette équipe-là. Parce que quand on voit les changements qui peuvent être opérés, donc on s'attend aussi à... Et surtout l'entraîneur qui mène 1-0, qui fait sortir Jean-Michel Seri en défenseur, en milieu de terrain, pour faire entrer un attaquant, Zaha, alors qu'il menait au score. Donc ça veut dire que le monsieur sait qu'il a, monsieur Camara, il sait qu'il a un potentiel offensif bien réel et il veut quand même l'utiliser. Absolument, parce que disons que l'équipe sud-africaine n'était pas aussi dangereuse. À un moment donné, il savait quand même qu'il pouvait la contenir. Donc à partir de ce moment, il fallait oser prendre des risques et essayer de marquer le maximum de buts, parce que aussi, il faut se dire quelque part que ça va compter. Au fil des rencontres, on va se rendre compte que celui qui va gagner 2-1, 3-0, donc tout ça, ça va se jouer au goal average. Et donc c'est important aussi à un moment donné de se dire, je vais mettre le turbo, je vais mettre le maximum d'atouts offensifs pour pouvoir au moins marquer autant de buts que possible. Okay. Pour au moins se mettre à l'abri. Et pour en finir avec cette équipe ivoirienne, nous allons nous attarder sur le match de Pépé, quand même l'attaquant lillois très attendu dans cette compétition. Comment avez-vous trouvé son match, à part ces deux missiles envoyés? Je dis qu'il a fait un match correct. Il a cherché aussi à jouer en collectif. Il n'a pas cherché non plus à prendre l'équipe sur lui-même. Même si c'était l'élément le plus dangereux quand même en attaque. Voilà, et il a été travailleur, il a été disponible pour ses partenaires, il a été généreux aussi sur le plan défensif, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas l'oublier quand même, on est dans une équipe et on est sur le premier match d'une Coupe d'Afrique. Il faut chercher au moins à y aller mollo, ne pas prendre trop de coups, et franchement, je pense qu'il a bien géré son match, il a fait l'essentiel, il a couru. Il a montré toute sa disponibilité, sa générosité aussi à être solidaire par rapport à ses partenaires. Et je pense quand même que, bon, au fil des matchs, on verra un Pépé beaucoup plus attrayant. En tout cas, c'est une équipe qui allie expérience et jeunesse, cette équipe ivoirienne, à suivre vraiment dans cette compétition. Et on a hâte de voir ce que cette confrontation face au Maroc va donner. L'adversaire, l'Afrique du Sud, quand même une équipe sud-africaine qu'on connaissait très joueuse. Je ne sais pas si il s'opère un changement de philosophie en Afrique du Sud ou pas, parce qu'on se rappelle lors de la CAN U20, on avait vu quand même une équipe sud-africaine qui subissait également, qui laissait le jeu. Et là aussi, on voit la même chose chez les seniors. Est-ce que c'est l'adversaire qui a dicté cette conduite ou bien on va en finir avec ce football champagne? Disons maintenant, hein, il n'y a plus de petites équipes comme il n'y a plus de très grandes équipes quand même. Il y a un nivellement par le haut. Donc toutes les équipes se valent. Maintenant, il faut travailler. Maintenant, sur ce côté-là, il y a les individualités qui peuvent faire la différence. Aujourd'hui, dans l'équipe ivoirienne, on sent qu'il y a des individualités et à tout moment, ils pourront faire la différence. Parce que quand on voit la profondeur du banc de l'équipe ivoirienne, on se rend compte quand même qu'il y a de la qualité. Et donc, dans une équipe, en dehors de la maîtrise collective, il faut aussi des individualités. Par moments, ce sont eux qui pourront faire la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'équipe sud-africaine, elle est une équipe comme tout le monde, qu'on respecte par son histoire, mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle montre,
je pense qu'il n'y a pas à espérer grand-chose pour cette équipe-là. Voilà, on verra ce que la suite va nous donner dans cette poule. Justement, on va jeter un coup d'œil sur le tableau de la poule D. La poule D, donc Côte d'Ivoire, Maroc qui trône en tête avec 3 points, Afrique du Sud et Namibie 0 points. Et le match pour le leadership, ce sera pour la prochaine journée entre la Côte d'Ivoire, qui va retrouver Hervé Renard, le coach champion d'Afrique avec les éléphants. Le deuxième match de la journée opposait la Tunisie. La Tunisie qui jouait face à l'Angola. L'équipe d'Alain Giresse, également déclarée parmi les équipes favorites de cette compétition, mais qui a énormément peiné aujourd'hui face au Palancas Negras. Résumé de ce match signé Ibrahima Kane. La Tunisie accrochée d'entrée face à l'Angola. Les poulains d'Alain Giresse, attendus comme l'une des équipes favorites de la CAN, ont déçu face au Palancas Negras. Et pourtant, les Aigles de Carthage avaient pris le match par le bon bout. Sakmi ouvre le score sur penalty à la 34e minute. Marquer ce premier but ici au Stade de Suez. C'est l'équipe de Alain Giresse. La Tunisie, bien dans son match, s'offre quelques centres sans pour autant concrétiser. Wabi Kazri et compagnie, à force de gérer, vont se faire punir par Dialma Campos qui remet les compteurs à égalité à la 73e minute. Réalisation signé Dialma qui permet à l'Angola d'arracher. Match nul, 1 but partout. Alain Giresse, déjà sous pression avant ses retrouvailles avec le Mali. Alain Giresse, l'entraîneur de la Tunisie, lui aussi, qui va retrouver ses amis maliens lors de la prochaine journée. Mais quand même, Tunisie, Angola, sur le papier, on se dit que la Tunisie part favorite, mais quand même dans ce match, on a vu que les Tunisiens, qui après avoir marqué, ont baissé le pied face à une équipe angolaise qui petit à petit a commencé à y croire et qui a fini par égaliser. Ben absolument, il fallait y croire. Je pense que les Angolais ont fait preuve d'engagement, de détermination sur ce match-là, parce que bon, à un moment donné, c'est vrai que les Tunisiens auraient pu, dans leur temps fort, mettre autant de buts parce qu'ils en ont eu des occasions, mais quelque part, on sent que c'est une équipe qui n'est pas trop prête physiquement, parce que dans les dernières 20 minutes, on a vu quand même l'Angola dominer la Tunisie plutôt. Ça n'aurait pas été volé si l'Angola. Voilà, et donc en égalisant, on sentait que l'Angola était là, bien présent, en se disant qu'il y avait de la place, au moins pour mettre un but et revenir au score. Et on a senti quand même, là, sur ce match, que les Tunisiens ont eu du mal à finir ce match. Et ce n'est pas cher payé d'avoir pris au moins un but, parce qu'on a senti quand même qu'ils avaient du mal à terminer le match. Et sur l'égalisation de l'Angola, on a vu quand même que c'était vraiment mérité. Donc c'est aussi l'impact physique qu'ils ont imposé, parce qu'à 20 minutes de la fin, on sentait que les Tunisiens n'en pouvaient plus. Oui, justement, cet impact physique des Angolais a failli payer, parce que quand même c'est une équipe qui sait jouer au football, qui sait jouer au football, qui croit en ses chances de pouvoir sortir dans ce groupe, parce que rien n'est prédestiné, en se disant que bon, chaque équipe a aussi la possibilité de pouvoir se qualifier au second tour, d'autant plus que même les meilleurs troisièmes pourront se qualifier donc quelque part. Donc il faudra jouer crânement ses chances pour pouvoir au moins sortir de ces poules-là. Et l'Angola aujourd'hui montre quand même qu'il faut y croire. Donc il faut de la détermination, il faut vraiment des valeurs qui te permettent de pouvoir finir un match au moins et se dire qu'il n'y aura rien à regretter, d'autant plus qu'on est dans un tournoi. Il n'y a que 3 matchs à jouer pour pouvoir se qualifier. Donc, il faut préserver ses chances. Donc là, ils n'ont pas perdu sur ce match-là. Et donc, il y a encore une possibilité qui s'offre à eux pour pouvoir sortir de cette poule. Et justement, cette possibilité, ce sera face au Mali. Mali qui va retrouver Alain Giresse. Déjà, Giresse, il est déjà sous pression, là. Parce que quand même, démarrer avec un match nul, enchaîner contre le Mali, c'est qu'il ne sera pas une partie de plaisir. Absolument. Et puis là, quand on voit les Maliens, ce qu'ils ont montré tout à l'heure, ça veut dire que ce sera un match quand même qui vont engager tambour battant. Parce que quand tu gagnes 4-1 sur un match comme ça,
tu es en pleine confiance, donc les garçons sont dans la totale, comme on dit. Et rencontrer, par exemple, son ancien entraîneur aussi, ça te motive davantage. Mais moi, là où je voudrais revenir, c'est-à-dire que ces entraîneurs qui tournent tout le temps en Afrique quand même, c'est comme si il n'y avait que. Il faut au moins changer parce que la Tunisie, qu'est-ce que Giresse va leur rapporter? Il faudrait au moins repenser à la direction technique, la formation. Parce que je pense que c'est là où vraiment on pêche aujourd'hui en Afrique. C'est pas fini. Peut-être qu'il leur apportera la coupe, on ne sait jamais. La Tunisie, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas été en finale depuis un certain nombre de cas. On dit que c'est les Allemands de l'Afrique. On verra ils ne jouent pas bien, mais on verra bien. Ils peuvent aller très loin. On verra. En tout cas, l'autre match de la poule E a opposé le Mali à la Mauritanie au final. Ce fut une démonstration des Aigles du Mali qui s'imposent 4-1. Abu Dhabi, je ne sais pas, Dhabi plutôt avait ouvert le score pour les Maliens. Marega qui double la mise sur penalty et on doublé de Adama Traoré, on sait joueur, il est toujours même un joueur de l'AS Monaco. Quand même, on a vu de buts magnifiques chez ces Maliens. D'abord, avant d'en venir à l'équipe du Mali, quand même l'apprentissage a été vraiment dur pour la Mauritanie, qui n'a pas su tenir le choc. Non, pour nos amis Mouraboutine, je pense quand même que bon, c'est quand même cher payé pour une entrée en matière. Et quand on voit l'équipe malienne aussi, on n'est pas surpris parce qu'il y a de la qualité, il y a de la vivacité dans cette équipe, puis ça joue très vite. Et en plus, ils défendent très bien. Donc, il y a un bon équilibre dans cette équipe-là. Là, ils ont fait une forte impression parce que marquer autant de buts sur un seul match et avoir été réaliste, parce que là, ils ont été réalistes sur ce coup-là, contrairement à l'équipe du Sénégal d'hier. Mais ils ont fait preuve d'efficacité quand même. Et ça compte beaucoup pour le moral de la troupe. Et ça va se sentir aussi sur le prochain match. Mais quand même, cette équipe du Mali, il faut le dire, a marqué des esprits. Même si certains vont se dire ce n'est que la Mauritanie en face, comme hier la Tanzanie face au Sénégal. Mais quand même, on a vu mais il fallait le faire. Choses. Mais absolument, il fallait le faire. Il fallait pouvoir répéter ces gammes sur ce match-là. Ce n'était pas donné, hein, d'autant plus que les Mauritaniens aussi mettaient le pied. Ils étaient là, ils défendaient. Donc, mais on a connu des Maliens quand même très entreprenants, très disponibles et très techniques aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les Maliens, ça joue très bien au ballon chez eux et de tout le temps. Quand on voit des Maliens jouer, on a du plaisir. Dans les petites catégories, ils nous ont souvent posé des problèmes. Vous parliez tout à l'heure de ces entraîneurs qui font le tour de l'Afrique. Et là, au Mali, on voit que c'est un Malien pur souche qui a entraîné un club sénégalais même, Bagasoba, la Jeanne d'Arc de Dakar, il fut un temps. Et c'est lui actuellement qui est à la tête du Mali. Ça peut être quand même... Ça peut être un déclic. Ça peut être leur année même, parce que quand même cette équipe malienne, moi, elle m'a fait forte impression. Absolument. Et je ne serais pas étonné de la voir très loin. Mais il y a de la qualité, il y a tout ce qu'on attend d'une équipe qui est là, généreuse, disponible, technique et aussi respectueuse des consignes. Un entraîneur qui connaît le groupe, qui connaît les réalités du pays, qui connaît ses joueurs. Qui sait comment les motiver, qui sait comment leur parler. Et je pense que ça, il a su utiliser les mots forts pour vraiment motiver ces garçons, pour leur demander que sur ce match-là, il va falloir au moins en sortir largement vainqueur. Et je pense qu'ils l'ont très bien fait et de fort belle manière aussi, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire du beau jeu et puis être respectueux des consignes, ne pas s'enflammer. Et je pense quand même sur ce côté-là, les Maliens ont été disciplinés et ils ont su aussi rester humble et se dire que le prochain match aussi, ce sera quand même... Une équipe homogène avec un avant-centre, pas trop bling-bling, mais quand même extrêmement efficace. Puissant, qui va peser sur les défenses parce que lui, déjà, il lâche rien, il va jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers retranchements et donc tu sens que c'est un garçon disponible, il se bat sur tous les ballons, il a une bonne détente. Et je pense quand même que lui, il pourra faire parler de lui sur les prochains matchs ou même sur toute la CAN. Voilà, le tableau de cette poule E.
que nous allons regarder avec le Mali qui trône en tête avec 3 points, suivi de l'Angola et de la Tunisie en points, la Mauritanie derrière, 0 points, la Mauritanie qui devra réagir face à l'Angola, une équipe qu'elle connaît très bien puisqu'ils étaient ensemble dans la même poule lors des éliminatoires de la CAN. Et on suivra avec attention la deuxième sortie du Mali face à la Tunisie. L'affiche sera l'affiche dans ce groupe de la deuxième journée. Alors nous parlons de nos Lions du Sénégal 24 heures après leur victoire face à la Tanzanie. Les Lions, ceux qui n'avaient pas joué, l'autre partie du groupe a effectué cet après-midi en décrassage, en léger entraînement, avec la présence de Sadio Mané. Sadio Mané qui prépare déjà ce match face à l'Algérie. On écoutera également le médecin des Lions qui donne des nouvelles de Salif Sané. Un reportage signé nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Seuls 11 joueurs ont effectué la séance du jour. Pas trop d'intensité, travail devant les buts et quelques exercices physiques étaient au menu. Une autre absence à constater dans le groupe, c'est celle du défenseur Salif Sané blessé hier lors du match contre la Tanzanie à la 20e minute. Le défenseur sénégalais sera absent pendant au moins 2 semaines selon le médecin de l'équipe. Salif a eu une blessure hier au cours du match contre la Tanzanie. À la 20e minute, il s'est blessé au niveau de sa cheville gauche. Là, on a obligé de le sortir. Et à la fin du match, nous avons eu à l'amener à l'hôpital pour faire des examens radiologiques. Et une IRM a été faite qui a révélé une lésion au niveau du ligament latéral externe de la cheville gauche. Et là, on est rentré dans la soirée, les traitements ont été faits, on a commencé les traitements en première intention et nous pensons que d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours, il pourra reprendre petit à petit la compétition, enfin les entraînements et la compétition, Inch'Allah. Absent lors de la première sortie des Lions pour suspension, Sadio Mané félicite ses partenaires et nous explique comment il a vécu le match sur le banc. Bon, je pense qu'on avait tous vu une belle équipe sénégalaise qui était bien en place et puis sur tous les plans, ils étaient prêts mentalement, physiquement et ils ont dominé tout le match qui était pas évident avec une équipe qui court beaucoup et qui n'a pas non plus mal joué. Le leader sénégalais est conscient qu'il sera très attendu pour le prochain match contre l'Algérie. Son objectif, continuer dans la dynamique du groupe. Plutôt le poids, je pense que c'est toute l'équipe et je pense que comme je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas le seul joueur, nous sommes le Sénégalais, on est tous attendus donc peut-être un peu plus frais par rapport aux autres joueurs, mais bon, je pense que c'est plutôt un avantage pour moi et toute l'équipe. C'était une séance d'entraînement très décontractée avec une bonne ambiance du groupe, tout en pensant au prochain match contre l'Algérie. Voilà, les nouvelles des Lions du Sénégal. Tu as 15 jours d'indisponibilité pour Salif Sané. Quand même, ça peut être contraignant. C'est vrai qu'on s'y attendait le moins. C'est vrai qu'une blessure comme ça pour lui, alors que bon. Ça veut dire que potentiellement jusqu'au quart de finale, il sera très très incertain. Absolument, absolument. Là, il va falloir faire avec Cheikhou Kouyaté. Donc je pense que quelque part, quand on l'a fait reculer comme deuxième choix sur cette défense centrale, c'était peut-être pour pouvoir pallier à une blessure comme ça où on cumule de cartons. Aujourd'hui, il va falloir qu'il retrouve ses marques, toute sa confiance pour pouvoir au moins faire une bonne paire pour le restant des matchs à jouer. Et je pense quand même que... Justement, vous parlez de Cheikhou Kouyaté, il y a des gens qui disent qu'il y a sur le banc un spécialiste du poste, pourquoi pas lui, Papa Abdou Cissé.
Ben, écoutez, je pense quand même que sur ce côté-là, le staff a privilégié l'expérience et le vécu de Cheikhou. Donc, à la base, il était défenseur central. C'est lui qui a demandé à être avancé en milieu de terrain. Par la suite, on l'a replacé comme défenseur central. Je pense qu'Alun a bien jugé de le faire revenir comme défenseur en se disant qu'il avait de la qualité au milieu de terrain et qu'il pouvait vraiment se passer de lui en milieu de terrain et peut-être le replacer en défense. Et aujourd'hui, je pense qu'il a retrouvé un poste qu'il connaît bien, d'autant plus qu'en Belgique, il jouait à ce poste-là de défenseur central. Ouais, il connaît le poste. On verra jeudi face à l'Algérie qui sera le vrai match test pour l'équipe du Sénégal dans cette compétition. Maya Sinmar, le directeur technique national, lui s'est attardé sur la prestation de Mbaye, qui n'a pas été trop en réussite hier, mais quand même en passage à vide qu'il devrait vite oublier. Nous écoutons le directeur technique national. Bon, est-ce qu'on peut parler de points négatifs par rapport à ça? Je ne pense pas. C'est peut-être manque de réussite, peut-être. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Je pense que Mbaye, on peut le dédouaner par rapport à ça. Il a marqué dans des conditions beaucoup plus difficiles que ça. C'est vrai qu'il peut arriver effectivement que dans un match, que vous puissiez effectivement rater en tout cas des occasions pour lesquelles vraiment vous avez l'habitude de mettre au fond. Mais ce qu'il faut dire dans ce match-là, c'est qu'il y a un seul objectif, c'était de prendre les 3 points. Parce qu'en fait, en réalité, c'est le nombre de points qui va nous permettre de passer au second tour. Donc, la manière qu'il faut pour y arriver, je pense que nous avons décliné dans l'option, dans le jeu que les garçons ont montré hier, qui était effectivement très tôt de pouvoir installer effectivement le jeu dans le camp adverse, en cherchant à jouer vite dans les intervalles, en cassant les lignes et également aussi en contournant effectivement la défense adverse. Je pense qu'ils l'ont réussi et c'est ce qui a effectivement occasionné ces nombreuses occasions dont vous parlez. Talla Mbaye, quand même, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui, de ses ratés, mais quand même, c'est un attaquant expérimenté, ça ne peut pas le faire douter pour le reste. Mais je pense que déjà le fait qu'Alun l'ait maintenu pendant un moment dans le match prouve quand même qu'il voulait au moins, voilà, qu'il voulait au moins le préserver, de ne pas douter. Et quelque part, je pense que ça a été une bonne chose pour lui. À la limite, moi, je lui accorde une circonstance atténuante sur ce match-là. Un attaquant peut être dans un jour sans, rater des occasions, mais lui aussi, il s'est bien démarqué. Il s'est mis dans de bonnes conditions, dans de bonnes positions pour pouvoir au moins se créer des occasions. Et ça, c'est ce qu'on lui demande en premier. Maintenant, sur ce match-là, on ne va pas diaboliser Mbaye. On va l'accabler. Oui, on ne va pas l'accabler non plus pour lui dire « Écoute, tu es passé à côté, ça arrive, c'est un match. » Lui-même, il le sait. Et je pense qu'il a réagi sur Twitter. Il est très fort mentalement pour ne pas douter, pour se dire « Maintenant, la seule chose, moi, qui m'importe, c'est au moins qu'Alun ne le remette pas sur le banc. » Parce qu'à partir de là... Je ne pense pas que ça risque d'arriver pour le prochain match. Ah, ben tant mieux, parce que bon, là, sur ce changement-là, moi, j'aurais mis au moins Mbaye quand même. Si on respecte la hiérarchie, si aujourd'hui Mbaye est titulaire, moi, le deuxième choix se situe sur lui qui a marqué au moins 30 buts. Non, mais sauf que peut-être dans la tête d'Aliou Cissé, c'est Konaté. Il va avec sa logique. On va écouter l'avis des journalistes qui étaient présents hier au stade du Caire. Ils analysent la prestation des Lions du Sénégal au micro de nos envoyés spéciaux. Oui, je pense que déjà c'est bien d'entamer cette compétition avec une victoire parce que ça booste la confiance des joueurs. C'est ce que les Lions ont fait hier contre la Tanzanie. Nette victoire, 2-0. Ils ont marqué 2, ils n'ont pas encaissé de but, c'est bien. On a également noté une équipe du Sénégal qui était très présente offensivement et collectivement. Cette maîtrise-là, c'est simplement la continuité de ce qu'ils avaient travaillé depuis leur stage en Espagne, ici en Égypte. Aujourd'hui, ils ont tout traduit face à la Tanzanie, une maîtrise collective, beaucoup d'intensité, beaucoup de sorties de balles, beaucoup d'attaques rapides. Aliou Cissé l'a travaillé. Ce qu'on peut déplorer peut-être,
c'est le manque de réalisme offensif de Mbegna qui a eu cette occasion-là 3 fois de mettre à l'abri l'équipe nationale du Sénégal. Il n'a pas pu les concrétiser, mais Mbegna, moi qui l'ai suivi depuis le début du regroupement en Espagne jusqu'à présent, n'est pas dans son assiette. La preuve, c'est quelqu'un qui s'entraînait tout le temps avec une longue marche. Je ne sais pas s'il a un surplus de poids ou quelque chose comme ça. Mais sa prestation d'hier laisse à désirer. Point négatif, on peut signaler certainement les nombreuses occasions ratées. Mais il faut mettre tout ça dans le lot, en tout cas, de la pression du premier match et tout. Après, j'ose espérer que voilà, la prochaine fois, ils vont se racheter, après marquer beaucoup de buts et tout. Mais ce qui est positif aussi, c'est un peu cette organisation du milieu de terrain du Sénégal. On a entendu d'ailleurs l'entraîneur de l'équipe de la Tanzanie dire que si le Sénégal a gagné ce match, c'est parce qu'ils ont gagné en tout cas la bataille du milieu. Mais 2-0 quand même, je pense qu'on peut s'en satisfaire, même si on aurait pu marquer d'autres buts. Mais je pense que globalement, on peut se satisfaire de ce match, gagner face à la Tanzanie. On avait aussi vu beaucoup de choses très importantes dans le contenu avec Diao Baldé Keita qui a marqué, hier le premier but. Il y a aussi Gana Gueye qui a fait un match énorme au milieu de terrain avec Pape Alioune Ndiaye et Krépin Diatta. Et la défense aussi n'a pas eu beaucoup de difficultés face à Samata qu'on annonçait redoutable, très redoutable même pour les défenseurs sénégalais. Voilà, c'était Ousmane Diop du quotidien L'Observateur. On a reconnu également Pablo Mendour, Idriss Sané et compagnie. Voilà, Tala, je pense que c'était tout pour aujourd'hui, ce soir. Demain, vous aurez rendez-vous avec Mame Fatou Ndoye ici, même sur ce plateau. Mais on annonce d'abord le programme de demain à 17h. Le champion en titre va entrer en lice, Cameroun et Guinée-Bissau. Je pense que c'est deux équipes qui se connaissent très bien, puisqu'ils ont partagé la même poule lors de la dernière CAN. Et à 20h, le Ghana, autre grand d'Afrique, fera face au Bénin. Je vous laisse avec non-jumelle Maak Mota. Et après, ce sera au tour des Mala Junior Diagne et Abba Non Stress dans votre émission spéciale CAN Maximum. Au revoir.